Donc, pour vous parler de mythes, en fait, je me suis dit que, pour que ça me prenne moins de temps à préparer, je suis honnête avec vous, j'ai pas eu le courage de faire comme Francesca, de parler d'un sujet sur lequel je travaille pas. Donc, je me suis dit, je vais leur parler d'un mythe, mais finalement, je vais poser une question à laquelle je pense que le grand public répond avec plus de bon sens que les neurobiologistes. Parce qu'a priori, si on vous pose la question de savoir si les addictions sont toutes identiques pour le cerveau, je pense que la plupart d'entre vous se dit que si on pense qu'on est accro au chocolat ou accro à son téléphone, on n'est pas dans le même danger que si on souffre d'une dépendance à l'héroïne ou à la cocaïne, a priori comme ça. Donc finalement, vous allez répondre à la question immédiatement. Et en fait, il se trouve que la plupart d'entre vous dans cet amphi sont étudiants, donc ils vont subir les cours de neurosciences et ils vont apprendre la connectivité et tout ce qu'on sait dans le cerveau sur le circuit de la récompense et sur les addictions. Et finalement, la réponse à la question, quand on suit les cours de neurobiologie, elle change. Et finalement, c'est ça que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est comment parfois, pour essayer d'étudier des processus, on simplifie tellement les choses qu'on focalise sur tout ce qui est commun et on en oublie presque ce qui fait les différences. Et qu'aujourd'hui, on est à un point dans l'histoire de la recherche des neurosciences et de la compréhension des processus addictifs qui pose encore tellement de questions que je pense que vous sortirez de la salle en ayant plus de questions que de réponses, mais c'est aussi à ça qu'on est confrontés, nous, tous les jours au laboratoire, dans nos recherches. Et c'est ce qui est super stimulant et ce qui fait qu'on a toujours envie d'aller au labo tous les jours. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, vous voyez sur la photo et même sur... Sur cette photo, donc j'ai illustré tous les types de substances ou d'objets d'addiction. Donc j'aurais pu aussi mettre des photos de sexe, c'est pas là, mais il y a le jeu, la cocaïne, la nourriture sucrée, les médocs, le cannabis, l'alcool, et c'est pas exhaustif. Alors, pour définir un peu mieux ce qu'on entend par addiction, en fait, quand on s'intéresse à l'addiction, on pense à ce cercle vicieux qui fait qu'au début, on va consommer, et consommer, c'est pas forcément mal. Donc ça aussi, il faut casser des mythes. C'est que c'est pas... Je fais souvent des conférences grand public et j'ai toujours des grands-parents qui viennent s'inquiéter que leurs petits-enfants fument un pétard le samedi soir. Alors, je suis pas ici pour faire la publicité non plus, mais... Quand on est usager et qu'on arrive à rester en contrôle de sa consommation, et donc on est un usager récréatif, il y a évidemment des modifications qui s'opèrent dans le cerveau, c'est pas forcément super bien, mais c'est pas forcément dramatique. Et ce que je voulais faire passer comme message, et que je fais souvent passer, c'est qu'il y a quand même que 10 à 15% des usagers qui basculent dans le cercle vicieux de l'addiction. Qui se passe comment? C'est qu'en fait, on augmente sa motivation pour la substance qu'on consomme. Et donc, progressivement, on va être capable de dépenser plus d'efforts, d'énergie à essayer de se procurer la substance ou l'objet de son addiction. Et puis, progressivement, on perd le contrôle. Et c'est là que tout commence à partir en sucette. Donc, il y a la perte de contrôle. Et puis, la recherche et l'usage compulsif. C'est malgré qu'on sache que c'est mal. Tous les fumeurs qui sont dans la salle ont marqué sur leur paquet « Fumez-tu ». C'est pas parce qu'il y a le message « Fumez-tu » que d'un seul coup ils s'arrêtent. Vous êtes bien d'accord. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle la compulsivité dans la consommation. C'est que malgré le fait qu'on sache que c'est pas bien, on le fait quand même. Et puis il y a évidemment des phases où on se dit ça serait bien d'arrêter. Donc on croit toujours qu'on va réussir. Donc on essaie d'arrêter. Il y a des périodes d'abstinence. Et puis, malheureusement, des rechutes, et dans la plupart des cas, ça se termine toujours par des rechutes. Donc voilà, ça c'est le cycle de l'addiction. Donc vous voyez que tout ça, c'est du discours très général et qui peut s'appliquer à des tas de choses. Donc quand on se demande si on est addict au téléphone, essayez de faire une période d'abstinence de votre téléphone. Puis comme ça, vous répondrez vite à la question du degré de dépendance auquel vous êtes. Alors, donc, comme je vous le disais, ça ne concerne pas que les drogues, mais d'autres produits ou activités.
Le sport aussi, hein, il y a des gens qui deviennent complètement accros à leur activité de running, du shopping compulsif. Et quel que soit l'objet de l'addiction, donc là j'arrive dans la neurobiologie, on a toujours la référence au même circuit, le circuit qu'on appelle le circuit de la récompense. Alors, est-ce que c'est tout à fait exact ? Donc, voici ce fameux circuit classique de l'addiction. Donc, je vous décode un peu, mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une structure principale dans le cerveau qui est toujours mise en jeu dès qu'on parle d'addiction. C'est le noyau accumbens, qui reçoit des informations du cortex préfrontal. Et ce qui est majeur, ce sont les flèches oranges sur ce schéma qui matérialisent les projections qui contiennent une substance qu'on appelle la dopamine. Et en général, quand je fais des cours sur la motivation, je dis en général, vous retenez dopamine et vous avez grosso modo retenu l'essentiel de ce qui concerne la neurobiologie de l'addiction. Alors, ça paraît un peu simple. Et finalement, tout le monde travaille sur ces circuits-là depuis des années et on trouve des commonalities, comment on dit ça en français, des points communs, des convergences. Quel que soit l'objet d'addiction, on va trouver de l'activation de la dopamine, de l'activation dans le noyau accumbens, des activités dans le cortex préfrontal. Alors, on a quand même un peu avancé dans l'attribution fonctionnelle des différents niveaux du circuit. Donc on sait que le cortex préfrontal, il va jouer un rôle dans ce qui concerne la perte de contrôle, que l'amygdale basolatérale, ce qui est marqué BLA à gauche, concerne tout ce qui est traitement des informations émotionnelles qui vont être associées à vos consommations. Donc en fonction de quel contexte, dans quel contexte on est, dans quel état on est, et ce qu'on va associer comme état et comme contexte à une consommation. Quand on essaie d'arrêter de fumer, quand on a eu l'habitude de fumer en buvant son café ou en buvant une bière au pub, la fois quand vous êtes en période d'abstinence et qu'on vous offre un café ou que vous allez au pub boire une bière, c'est hyper difficile de résister parce qu'il y a toutes les associations qui reviennent. Donc ça, c'est très robuste et tout ce qui est contextuel et ce qui est émotionnel est véhiculé par ce qui arrive de l'amygdale basolatérale. Le rôle de la dopamine dans la sensibilisation, le fait de vouloir, de rechercher la drogue ou la substance et de l'apprécier aussi, donc la phase qu'on appelle liking en anglais. Donc tout ça, ça converge vers ce noyau accumbens et pour conduire à la recherche compulsive de drogue et la consommation. Donc ça, c'est la vision classique. Et ce système-là, qui met le noyau accumbens au cœur, est sous l'influence directe donc, de ce système dopaminergique. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de ce système dopaminergique ? On connaît beaucoup de choses. Alors, il a été mis en jeu, donc les points communs, c'est vraiment la dopamine, comme je vous l'ai dit. Alors, le système, on l'appelle un nom barbare, mésocortico-limbique. Donc, il part d'une région profonde dans le cerveau qui s'appelle l'aire tegmentale ventrale. Et puis, ces neurones qui contiennent la dopamine vont aller innerver le noyau accumbens et le cortex préfrontal. Et en fait, on sait par des données, je vais vous détailler ça sur la diapo suivante comme juste un exemple, que les neurones qui contiennent la dopamine, en les enregistrant spécifiquement, on peut savoir à quel moment ils répondent et on a vu qu'ils pouvaient anticiper l'obtention d'une récompense, etc. On peut aussi enregistrer la libération de dopamine au niveau de là où il y a des terminaisons et on peut voir aussi que vous donnez du chocolat à un rat ou un petit chips au fromage, ça c'est des fonzi italiens, les expériences de Nini Di Chiara en Italie. Donc il donnait des chips au fromage et il montrait que hop, il obtenait des pics de dopamine dans le noyau accumbens. Et puis, il y a des données aussi en voltammétrie. Donc là, on mesure un courant d'oxydation de la dopamine. Donc ça vous donne aussi une indication directement en ligne. Le rat est en train de faire quelque chose et hop, vous voyez un pic de dopamine. Et donc, globalement, quelle que soit la récompense que vous leur donnez, vous voyez de la dopamine qui s'active.
Alors il y a des données pharmacologiques, lésionnelles, bon tout ça a mis en évidence globalement, dès qu'on a un truc qui nous fait plaisir, on sécrète un pic de dopamine. Mais aussi quand il y a quelque chose de négatif. Donc finalement, vous pincez la queue du rat, il y a aussi un pic de dopamine. Donc là, ça commence à être compliqué. Alors on a essayé de trouver des explications. Pourquoi le positif et le négatif fait le même effet sur les neurones dopaminergiques? On commence à comprendre un peu, mais c'est encore pas très clair. En tout cas, tout est commun et c'est la dopamine. Alors je vous montre l'exemple de la manip historique faite chez le singe par Wolfram Schultz, c'est publié en 1997. Donc il a une électrode au niveau de la région où il y a des neurones dopaminergiques et son singe, il est assis dans sa chaise, il n'a rien à faire et au bout d'un moment, pof, il reçoit des gouttes de jus de pomme dans la bouche. Et là, vous voyez, c'est le R qui est sur le graphe tout en haut, donc il n'y a pas de prédiction. Il est surpris par une récompense qui arrive directement dans sa bouche et les neurones s'activent et on voit de la dopamine, clic, 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 qui s'active. C'est tous les petits points qui sont tous serrés là. Et puis après, on va lui mettre un stimulus, donc ça peut être une image projetée sur un écran ou une lumière qui s'allume et qui va annoncer qu'il va y avoir la récompense après. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà entendu parler des expériences du chien de Pavlov, ça revient à ça. Donc quelque chose qui au départ n'a aucune signification pour l'animal, une lumière ou une clochette, et puis à force de l'associer avec la présentation d'une récompense, progressivement, l'information est shiftée et c'est d'un seul coup la lumière ou la clochette qui prend toute sa signification et qui devient importante pour le cerveau en termes de signal d'annonce de récompense, et c'est ce qui est illustré sur le graphe au milieu. Reward predicted, donc là on sait, la récompense est annoncée par ce qu'on appelle le CS, donc le stimulus conditionné, donc la lumière, la clochette, tout ce que vous voulez. Et là vous voyez que le neurone dopaminergique, il répond à la lumière ou à la clochette, et il ne répond plus au moment où il y a le jus de pomme. Donc il a changé son activité, il anticipe la récompense. Et ce qui est super rigolo, c'est que par contre, évidemment, on est en labo, donc on s'amuse avec nos animaux, donc on peut leur faire croire qu'ils vont avoir une récompense. Donc le singe, il a été conditionné, il y a la clochette ou la lumière, il se dit je vais avoir ma récompense, donc les neurones dopaminergiques s'activent au moment du CS, vous voyez le pic sur le graphe d'en bas, mais là d'un seul coup, au moment où la récompense devrait être donnée, on est vache, ce coup-là, on ne lui donne pas. Et on voit que le neurone dopaminergique, il réagit aussi à ça. C'est qu'il a prédit qu'il devait y avoir une récompense, et le différentiel fait que j'attendais une récompense et je ne l'ai pas, et du coup, vous voyez qu'il y a un silence, une pause qui se fait sur l'activité du neurone, et on voit un blanc. Donc ils sont sophistiqués ces neurones, ils ne se contentent pas juste de réagir comme ça parce qu'il y a une récompense ou pas. Donc il y a aussi une contribution dans l'estimation, la prédiction. Et puis on peut aussi montrer de l'activité dopaminergique pour changer un peu et pas parler que de récompense alimentaire, d'un rat mâle qui anticipe le fait qu'on lui mette une femelle à sa disposition pour pouvoir copuler, et vous voyez le pic d'activité dopaminergique en anticipation et au moment où il a sa récompense, la femelle. Un autre moyen de visualiser l'activité dopaminergique, là c'est une image d'un cerveau de primate, au moment où il est soit en absence, soit après une injection aiguë de cocaïne. Et donc là on utilise un marqueur qui va se fixer sur les récepteurs de la dopamine. Donc quand il n'y a pas de cocaïne, je vous expliquerai après, j'ai mal fait ça mais c'est dans le désordre, mais la cocaïne, elle va aller fixer les transporteurs qui recapturent la dopamine. Donc du coup, elle va entrer en compétition avec le marqueur qu'on voit à gauche en rouge, là, qui allume bien le striatum. Et quand il y a de la cocaïne, on voit qu'il y a la compétition et du coup ce marqueur-là est moins fixé et donc on voit une baisse. Bon, tout ça, c'était juste pour vous montrer tout le faisceau d'évidence qu'on a sur le lien entre tout ce qui est lié à la récompense et l'activité dopaminergique. Alors maintenant, un peu de neurobiologie mécanistique sur ces illustrations de très mauvaise qualité, mais bon, globalement, vous avez un enchaînement de deux neurones.
ce qui est important, c'est ce que Gaël disait, c'est le transfert entre la chimie et l'électrique, et donc c'est ce qui se passe au niveau de la synapse. Il va y avoir la libération. Donc là, pour ce qui nous concerne, on s'intéresse au système dopaminergique, donc une libération de dopamine. Et qu'est-ce qui se passe quand on met une drogue dans le cerveau? Donc à droite, vous voyez en haut la cocaïne. En fait, la cocaïne, elle va agir sur cette espèce de petit bout de tuyau qui est illustré sur la terminaison du neurone, ce qu'on appelle le transporteur de la dopamine. Donc le transporteur, il a pour rôle il y a de la dopamine qui est sortie et il doit la récupérer pour la faire rentrer. Donc évidemment, si la cocaïne se met dessus et qu'elle le bloque, la dopamine va rester active beaucoup plus longtemps dans la synapse. C'est ce qui fait qu'on parle de psychostimulants et que sous les drogues qui ont ce mode d'action qui vont permettre à la dopamine d'agir plus longtemps, vont vous donner des sensations d'être super puissant, d'être en pleine forme, la patate. Ça, c'est vraiment la famille des psychostimulants. On booste le système dopaminergique. Donc, voilà un mode d'action. Alors tout ça, c'était le commun. Parce qu'en fait, l'héroïne, l'alcool, l'ecstasy, la caféine, la nicotine, tout ce qu'on va faire, je vous ai dit, tout ce qui est activité qui est perçue comme positive, se traduit à un moment donné dans le cerveau par une libération de dopamine. Donc là, on est sur le commun, tout ce qu'on vient de voir là. C'est bien quand même différent, toutes ces choses-là. Vous êtes bien d'accord avec moi que boire du café le matin, c'est pas pareil que de se fumer un pétard ou que de prendre un rail de cocaïne, d'accord? Alors effectivement, il y a quand même des évidences que l'effet sur le cerveau va pas être tout à fait le même. Mais, encore une fois, si vous prenez vos livres de neurobiologie, vous n'aurez pas vraiment d'évidence de ce qui fait une grande différence. Donc déjà, si on regarde des imageries du cerveau, comparé à leur contrôle, un alcoolique, un obèse et un usager de cocaïne, vous voyez que les taux de marquage, toujours dans la même région, on parle de la région du striatum, donc c'est les ganglions de la base, comme on a vu dans les schémas de Gaël, l'équivalent du noyau accumbens des premiers schémas que je vous ai présentés. Donc c'est quand même pas tout à fait pareil, ok? Bon. Après, de façon beaucoup plus pragmatique, si on regarde, il y a des familles, donc ça c'est une info que vous pouvez trouver très facilement, j'ai pris ça sur le site de Maths Digital, c'est un site de vulgarisation des addictions pour les scolaires avec lesquels on travaille. Alors, il y a 3 grandes familles de substances d'abus. Il y a la famille des dépresseurs, donc ceux qui vont avoir tendance à ralentir, à apaiser, donc les opiacés, comme la morphine ou l'héroïne, l'alcool, parce que l'alcool, il a un effet speed au début, mais en fait, en fonction de la dose, il vous endort complètement et il vous fout KO. Enfin, vous devez tous avoir fait l'expérience, donc je n'ai pas besoin de détailler trop. Il y a la famille des stimulants en jaune, là. Donc, c'est ceux dont je parlais juste avant. Ceux qui vont activer directement le système dopaminergique et qui donnent ce sentiment de surpuissance. Donc, il y a le café, le tabac, les amphétamines, la cocaïne, MDMA, c'est l'ecstasy. Et puis, il y a une 3e famille, c'est ceux qui vont perturber le système nerveux, qui sont plutôt les hallucinogènes, et donc de type cannabis, LSD, la kétamine, les solvants qu'on sniffe, bon voilà. Donc vous voyez bien que s'il y a 3 familles différentes, on n'est déjà plus dans le truc du commun, il y a forcément des différences. Entre un effet psychostimulant où on se sent hyperactif et un effet où on est tout calme et zen sous opiacés, c'est effectivement forcément pas du tout la même chose sur le cerveau. Alors leurs sites d'action sont différents. Mais malgré le fait qu'on connaisse la neurobiologie, le site d'action de chacune des substances, par exemple l'alcool va être spécifique des récepteurs GABA et glutamatergiques. Alors vous avez peut-être entendu parler du baclofène qui est utilisé actuellement pour soigner les alcooliques. Le baclofène, c'est un agent qui va se fixer sélectivement sur les récepteurs GABAergiques dans le cerveau. Le
problème, c'est que du GABA, il y en a partout dans le cerveau. Donc, y compris hors du système lié à la récompense. Donc, vous allez perturber, et vous avez le risque de perturber des tas de fonctions autres que celles qui sont liées spécifiquement à l'usage de l'alcool. Donc voilà, donc on connaît plein de choses quand même, hein. Je ne veux pas vous donner l'impression qu'on ne connaît rien et qu'on n'est pas capable d'expliquer ces différences. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'on ne les prend pas suffisamment en compte quand on va à la recherche de thérapies, de moyens d'aider les personnes souffrant d'addiction. Et pourtant, il y a quand même beaucoup d'évidence dans la littérature, des gens qui s'intéressent à ces différences-là, mais malgré tout, les conclusions ne sont souvent que descriptives et on n'a pas vraiment les moyens d'expliquer le substrat neurobiologique qui va faire que parfois on observe des choses bien différentes en fonction des substances qu'on étudie. Alors il y a des données intéressantes du groupe d'Aldo Badiani de la Sapienza de Rome et maintenant de Brighton en Angleterre qui s'intéressent à l'influence du contexte. En fonction du contexte dans lequel vous êtes, le choix de la substance que vous allez utiliser va être différent. Et donc, il a fait des manips chez le rat et chez l'homme, et où il montre que si le rat peut consommer une drogue en étant dans la cage dans laquelle il habite, donc sa maison, si on lui donne le choix entre de la cocaïne ou de l'héroïne, il va plutôt avoir tendance à consommer de l'héroïne. Si au contraire, il habite à l'animalerie et que tous les jours on l'amène dans une autre cage où il peut consommer et s'auto-administrer de la cocaïne ou de l'héroïne, il va plutôt choisir de la cocaïne. C'est festif, c'est hors de chez lui. Et en fait, je dis ça comme ça parce qu'en fait, vous allez rigoler, c'est anthropomorphique, mais parce que l'étude parallèle qui a été faite chez les usagers de drogue montre exactement le même profil de préférence. C'est-à-dire que des usagers de drogue vont consommer de l'héroïne plutôt chez eux et s'ils sortent, ils préfèrent consommer de la cocaïne. Et vous voyez sur le petit schéma à droite, c'est vraiment tout petit, mais il y a des petits bonhommes, des émoticônes qui sourient ou qui font la gueule. Et en fait, en haut à gauche, c'est héroïne à la maison. Donc ça leur plaît. Donc ils devaient mettre des cotations sur des situations qu'on leur proposait. Héroïne en dehors de la maison, c'est en haut à droite. Cocaïne à la maison, c'est l'émoticône qui est vraiment pas content en bas à gauche. Et cocaïne en dehors de la maison, à l'extérieur, c'est le petit soleil qui rigole en jaune en bas à droite. Donc voilà, on voit qu'il va y avoir aussi une prise en compte du contexte qui est importante pour expliquer comment chaque drogue peut influencer le système et avoir un côté plus renforçant, plus récompensant dans notre cerveau. Il y a aussi des données qui montrent que des neurones dans le cerveau, dans le noyau accumbens par exemple, ne vont répondre qu'à la cocaïne et pas au sucre. On ne sait pas expliquer pourquoi, mais on trouve des sous-populations de neurones spécialisés comme ça. Et dans mon groupe, on a observé des résultats similaires dans une autre région du cerveau dont je vais vous parler dans la dernière partie. J'ai déjà dépassé mon temps, j'ai speedé. Donc, dans le noyau subthalamique, on trouve exactement cette propriété aussi de neurones qui vont répondre à une récompense et pas à une autre. Donc, il y a vraiment un codage différent dans certaines régions qu'on associe généralement globalement à traitement de l'information, des récompenses et basta. Donc, voilà, bon, il y a plein d'évidences. Donc, si je veux juste terminer pour vous montrer un exemple concret d'une manip qu'on a faite pour s'intéresser à ces questions-là, c'est que finalement, le fait que ça marche avec un seul système unique, quelle que soit la récompense, ne nous aide pas à essayer de trouver des solutions pour aider les addicts. Vous aurez compris qu'aller cibler le système dopaminergique, c'est certainement pas la bonne solution. On pourrait certes empêcher la cocaïne de faire de l'effet, mais du coup, vous allez bloquer tous les phénomènes de récompense de tous les systèmes. Donc, vous allez rendre les gens des légumes. Donc, vous ne voulez pas agir sur le système dopaminergique. Donc, il faut trouver un endroit dans le cerveau où on pourrait agir en diminuant l'intérêt pour les drogues sans diminuer l'intérêt pour le reste. Alors, il y a une région dans le cerveau à laquelle nous, on s'intéresse dans mon équipe, c'est le noyau subthalamique, c'est devenu même une obsession.
Et c'est une petite région qui, de façon très intéressante, est à peu près en position dans le circuit de la récompense comme le noyau accumbens. Reçoit des informations du cortex préfrontal, reçoit des informations dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale et globalement en connexion avec toutes les zones du circuit de la récompense. Et dans un autre contexte pathologique, mais on s'y intéressait, et par accident, on s'est rendu compte que si on lèse ce noyau subthalamique, on augmente la motivation des rats à fournir un effort pour obtenir une récompense alimentaire sucrée. Alors, on ne leur donne pas plus faim, on a vérifié tout ça, donc on agit vraiment sur leur motivation. Donc là, dans ce test, on augmente l'effort, c'est travailler plus pour gagner plus. Enfin, pour gagner la même chose, pardon. Ben oui, non, je dis n'importe quoi. Travailler plus pour gagner la même chose. Donc, au bout d'un moment, le rat s'arrête, parce qu'il dit, ça vaut plus le coup. On me demande de faire un effort, et puis, bon, pour juste ça, maintenant, ça y est, je décide, je m'arrête. Et là, ça nous permet de quantifier, finalement, la valeur que l'animal donne à cette récompense qui est mise en jeu. Et vous voyez ici en orange la performance des rats qui ont une lésion dans le noyau subthalamique. Donc on voit qu'ils sont prêts à fournir un effort plus important pour obtenir de la nourriture sucrée que des animaux contrôle qui sont en gris ici. Alors, bon ça jusque-là, ok, so what? Ce qui devient intéressant, c'est que si vous faites la même manip, mais qu'au lieu de travailler pour de la nourriture sucrée, les rats travaillent pour s'auto-administrer dans leur système veineux de la cocaïne, la lésion de ce noyau subthalamique magique diminue la motivation des rats lésés à fournir un effort pour s'auto-administrer la cocaïne par rapport aux animaux contrôle. Donc vous voyez ici une opposition de résultats. Cette petite région dans le cerveau, si on l'enlève, on peut diminuer l'intérêt pour la drogue sans diminuer l'intérêt pour tout le reste, puisque les animaux restent hyper motivés pour travailler pour du sucre. Donc là, on tient un endroit hyper intéressant. On ne sait pas l'expliquer du tout avec tout ce que je vous ai raconté avant. La neurobiologie du circuit de la récompense ne nous permet absolument pas d'expliquer pourquoi, quand on enlève ce noyau, on a cet effet. Mais en tout cas, il est magique, il est reproductible. Alors, est-ce qu'on peut le généraliser à d'autres substances? Alors, on a poursuivi l'étude. Donc là, on a travaillé avec de l'alcool. Alors, l'alcool, les rats, spontanément, ils n'aiment pas ça, ils n'en boivent pas. Donc, il faut les forcer à en boire. Et quand vous forcez des rats à boire de l'alcool, mais c'est comme nous les humains, quand on est bébé, si on nous met de l'alcool dans la bouche, on va faire la grimace. Et puis vous savez bien tous ici qu'il y en a certains qui se mettent à aimer, puis d'autres qui n'aiment jamais. Mais bon, les rats c'est pareil. Donc il y a les grands consommateurs d'alcool, et puis les petits consommateurs, ceux qui jamais n'aiment l'alcool. Et quand on regarde ce que ça leur fait, la lésion du noyau subthalamique, sur la motivation à travailler pour de l'alcool, eh bien, on voit que la lésion, elle va avoir un effet, comme pour la nourriture, d'augmenter l'effort qu'ils sont prêts à fournir pour obtenir de l'alcool quand c'est des high drinkers. Mais quand c'est des petits consommateurs, donc les low drinkers à droite, la lésion, elle diminue leur motivation à fournir un effort. Donc on confirme une espèce d'opposition qui n'est pas seulement liée à la substance mise en jeu, mais aussi au niveau de préférence initiale que les animaux ont pour la substance. Donc vous voyez que ça devient beaucoup plus compliqué d'essayer de trouver des explications et que le système n'y marche pas de façon unique comme ça, quel que soit le contexte, quelle que soit la substance. Alors, pour aller vite, on a confirmé ces résultats chez le singe, donc on a fait une expérience, bon là c'est les résultats d'un seul singe, Elliot, qui est en haut en photo, un macaque, et donc il doit fournir un effort toujours plus grand pour obtenir soit quelques gouttes de compote de pommes, c'est les résultats à gauche, et vous voyez qu'avant qu'il soit, donc là on n'a pas fait une lésion, on lui a implanté des électrodes et on fait une stimulation à haute fréquence qui mime une inactivation. Et vous voyez qu'en rouge, quand on active cette opération, on augmente sa motivation à travailler pour la compote de pommes, alors que quand il travaille à droite pour s'auto-administrer de la cocaïne, vous voyez qu'on a un effet drastique de diminution de sa motivation à travailler pour avoir de la cocaïne. Donc on réplique chez le singe la même chose. Ça marche avec l'héroïne, mais par contre pas du tout avec la nicotine. Donc vous voyez que
une même région dans le cerveau, on trouve plein d'effets complètement différents, donc ça pose plein de questions. Alors, potentiellement, maintenant, si on raisonne en termes d'aide thérapeutique à des sujets qui sont dépendants aux drogues, il y a quand même un potentiel extrêmement intéressant de pouvoir manipuler cette région dans le cerveau, de savoir qu'on va diminuer la motivation pour la cocaïne, puisque surtout pour la cocaïne, puisqu'elle agit directement sur le système dopaminergique, on n'a pas de traitement actuellement. Donc c'est séduisant, mais en même temps, vous voyez que bon, ça a ses limites. Sur la nicotine, on ne sait pas si ça pourrait avoir un effet. Après, ce qui est addictif dans la cigarette, ce n'est pas forcément la nicotine, mais c'est l'objet d'un autre débat. Donc, c'est séduisant. On ne va pas les rendre légumes puisqu'ils sont plus motivés pour des récompenses sucrées, par exemple. Ils ne vont pas devenir obèses non plus, je vous rassure. Mais si maintenant on regarde à nouveau, pour terminer, sur le cycle de l'addiction, on n'était qu'à la phase de motivation, ce que je vous ai présenté. Donc finalement, c'est quand même des protocoles où les sujets ne sont pas addicts. Ils consomment très peu finalement, et puisqu'il faut qu'ils fassent un effort tel sur le levier pour obtenir leur récompense qu'ils prennent 10-15 injections de cocaïne par jour, ça ne fait pas beaucoup. Enfin, c'est des petites doses, je vous rassure. Donc, on a validé ça sur la phase motivation exacerbée. Mais, je vous fais grâce des résultats, mais on a montré cette année dans une belle publication qu'on trouve des effets bénéfiques de la manipulation de cette région dans le cerveau sur la phase de perte du contrôle de la consommation. Quand on fait escalader les consommations de cocaïne, les rats peuvent prendre jusqu'à 180 injections par jour. Dans le protocole qu'on utilise, ils perdent complètement le contrôle, c'est une catastrophe. Et sur la phase de rechute après une période d'abstinence. Donc on peut avoir un effet thérapeutique. Et on a aussi également travaillé sur l'aspect compulsivité et il y a un effet bénéfique aussi. Donc, tout simplement, pour conclure, s'il y a une convergence vers le système dopaminergique, je pense que ça, je vous ai convaincu, il y a un substrat neurobiologique différent en fonction des substances objets d'addiction. Et donc, il y a encore beaucoup d'inconnus, puisqu'on n'est pas encore capable d'expliquer vraiment toutes les subtilités qui font les différences et qui pourraient pourtant bien nous aider à la recherche d'outils thérapeutiques. Et donc, pour une recherche de traitement, vous aurez compris qu'il faut éviter d'agir directement sur le système dopaminergique, mais il faut aussi prendre en compte beaucoup d'éléments, notamment dans quelle phase on est du cycle, est-ce qu'on peut agir sur tous les critères et confirmer, et puis dans quelle région du cerveau c'est le plus approprié d'agir, s'il faut agir de façon invasive et chirurgicale. Évidemment, moi je me fais l'avocate du noyau subthalamique puisque c'est mon dada. J'ai super débordé, je suis désolée, j'ai fini.